Eh ben, bonsoir, merci d'être là pour accueillir notre charmant auteur Bernard Germain, qui vient pas souvent, qu'on a du mal à attraper quand même, qui a écrit 2 livres chez nous, un magnifique Dico Vertigo, dictionnaire du cinéma de montagne avec 500 films. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais tu peux en parler 2 secondes. De ça, peut-être 2 minutes, mais c'est pas le sujet de ce soir. Hein, mais, bon, oui, déjà. Juste te présenter. Mais pourquoi il écrit sur le cinéma, cet homme-là? Merci à Lorraine. Présente-toi, du coup, c'est l'occasion de te présenter. Parce de m'accueillir et de me présenter, voilà. En fait, t'es tellement disons, le Dico Vertigo, ça allait presque un petit peu de soi. Donc, c'est un dictionnaire du cinéma de montagne, mais qu'on a fait tourner à l'inverse, c'est-à-dire c'est plus un dictionnaire de la montagne au cinéma. Donc ce sont 500 films dans lesquels il y a de la montagne, et ce ne sont pas forcément toujours des films de montagne. Bon, d'ailleurs sur la couverture, vous voyez, c'est un film d'Hitchcock qui n'est pas La mort aux trousses, hein, qui n'est pas un film de montagne, mais où à un moment donné, la montagne, notamment à la fin, est tout à fait essentielle, puisque c'est la montagne qui va décider qui va survivre et qui sont les bons et qui sont les méchants. Donc vraiment, c'est elle qui donne la sanction. Mais la question, c'est pourquoi tu as écrit ça? Alors, il faut dire que tu es quand même alpiniste, réalisateur. Enfin, alors oui, je dirais un peu... j'étais un peu poussé parce que j'avais en fait un contrat d'édition chez vous que je n'ai jamais honoré. C'est de notre faute. qui était de raconter un peu mes propres tournages. Puisque, bon, comme guide de haute montagne, j'ai effectivement fait beaucoup de films qui se passaient en montagne et sur les différentes montagnes du monde. Et il se trouvait que, faisant des films, j'ai pas pris le temps véritablement d'honorer le contrat. Et un jour, Charlie Buffet, quand il est arrivé comme directeur littéraire, il m'a convoqué. Je lui ai dit, écoute, j'en suis à la moitié. Charlie, oh non, je te parle pas de ça. Je pense que comme tu es cinéaste, guide de haute montagne, qui n'existe aucun livre sur le cinéma de montagne, tu devrais faire transformer en fait le projet en un livre sur le cinéma de montagne. Je dis, mais quoi, en France Il me dit non, dans le monde. Pourquoi pas? Quel boulot, hein. C'était un sacré boulot. Hein. Ouais. Et finalement, j'hésitais un peu, et puis on s'est mis d'accord, et je me suis aperçu que j'avais quand même beaucoup d'histoires qui étaient attachées à des films que je connaissais bien, qui étaient parfois des films de grands réalisateurs. Et Charlie m'a dit, mais ce que je veux, c'est vraiment pas seulement un point de vue universitaire, bon, parce qu'effectivement j'étais universitaire aussi dans le domaine du cinéma. Il m'a dit, je veux pas un point de vue universitaire, mais plutôt un engagement personnel. Et on s'est finalement décidé sur cette formule qui est de prendre 500 films dans lesquels la montagne a de l'importance, de présenter chacun des films avec un petit résumé, parce que tout le monde n'a pas vu les 500 films, bien entendu, donc qu'on sache de quoi on parle, une fiche technique sur le film, et après une critique qui est d'ailleurs souvent une manière de réintroduire le film dans l'histoire du cinéma en général, et dans l'histoire de la montagne et de l'alpinisme en l'occurrence. Donc ça va effectivement des bronzés font du ski à Shining de Stanley Kubrick, en passant par différents films d'Hitchcock. Et pourquoi Vertigo? Parce que c'est justement un film d'Hitchcock où il a inventé l'effet vertigo, c'est-à-dire le fait d'être capable au cinéma, grâce à ce qu'on appelle un travelling compensé, il a inventé le sentiment du vertige dans l'image. Donc voilà, le vertige, ça fait partie de la montagne. Enfin, en tout cas, je n'en dirai pas plus. Oui, mais c'est un ouvrage de référence et qui va durer, quoi. C'est pas le livre du moment, ça va être le livre du cinéma de montagne et qui va durer. Mais maintenant, tu es là ce soir pour La montagne de la Lune, qui est sorti il y a un petit moment déjà, il y a quelques mois.
Donc, La montagne de la lune, j'aimerais peut-être tu veux que je commence par lire, si tu es d'accord, juste la préface. Non, mais je t'ai fait des propositions de pages de lecture et, oui, et tu m'as répondu, mais moi je vais faire mes choix. Non, je t'ai répondu, on verra. J'aime bien improviser en fait. J'improvise toujours un petit peu. T'as triché, bon, Lorraine. Oui, je triche, mais je vais vous lire quand même la note de l'auteur, comme ça t'évitera. Tu te reposes pendant 2 minutes. Au printemps dernier, le premier printemps de la pandémie, Pierrine m'a envoyé un appel au secours. Confinée depuis 2 semaines, elle avait espéré trouver le moment où elle coucherait sur le papier le récit enfoui au plus profond d'elle-même, un récit qui la hante depuis 35 ans. Mais elle tournait en rond dans son chalet. Simon tournait en rond dehors. Il s'échappait tous les matins pour courir comme un fou dans la bulle absurde du confinement, 1 kilomètre de rayon, 100 mètres de dénivelé, avec l'hélico des gendarmes qui surgissaient sans prévenir pour traquer les contrevenants. Pour la première fois de leur vie, ils se bousculaient entre la cuisine et le salon, les murs se rapprochaient. Pierrine avait tout essayé pour commencer à écrire. Elle s'asseyait devant l'ordinateur, mais à l'instant de taper le premier mot, le glacis des crevasses se resserrait. Elle avait tenté le crayon et le papier, un volcan incandescent brûlait ses feuilles. Trop d'émotions, trop de beauté, trop de douleur. Elle m'appelait à l'aide. Je me suis habillée de sombre et j'ai gagné le chalet de ma filleule à la nuit tombée. Je l'ai écoutée parler jusqu'à l'aube. Je suis revenue chaque nuit en catimini jusqu'à la fin du confinement. 1 mois plus tard, je lui ai proposé l'esquisse de ce récit où se joue le tournant de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Pierrine, donc c'est ta filleule. Elle a des choses à raconter, elle n'y arrive pas, elle te demande... Alors il faut dire la vérité, rien que la vérité. Bah, ce serait bien. Pour une fois. Bon, on peut au moins dire des choses. Oui. Bon, effectivement, le livre a été repris à partir de pas mal de notes et de textes que j'avais déjà sous le coude pendant le confinement. J'ai effectivement une filleule à Chamonix qui est dans la salle, Pierrine est là. dont le père est guide et avec qui effectivement j'ai fait pas mal de courses de montagne. Et heureusement, il est toujours là, lui. Et puis, j'ai une fille qui s'appelle Perrine, qui est dans la salle aussi, mais qui n'a rien à voir avec Pierrine, bien sûr, si ce n'est une petite homonymie. Donc, il y a beaucoup de réalité dans ce récit documentaire qui est tout de même une fiction. Un roman. Alors, un roman. Et je dirais pour clore que moi j'aime bien reprendre le titre du film d'Alain Resnais, un film qui date de 1983, et dans le titre du film c'est La vie est un roman. Ouais. Et je pense que voilà, la vie est un roman, et ce roman c'est à la fois le roman de choses qui se sont passées dans nos vies, des uns et des autres, et puis il y a quand même une part importante d'imaginaire, parce que ça n'est pas un récit documentaire, c'est de la littérature. Donc c'est la manière dont, au fond, l'imaginaire vient prendre les éléments de la réalité, les structurer, les transformer, les malaxer, et en faire au final un projet d'écriture dans lequel il y a quelques messages. Voilà, Il y en a pas mal, hein. Il y a quelques messages. Et donc, c'est 2 histoires parallèles. Il faut qu'on dise quand même un petit peu, parce que bon, là, les gens, à part Pierrine et Perrine, personne n'a lu tout ce livre. Donc, il faut qu'on explique La montagne de la lune déjà. Oui, alors, la montagne de la lune, ça correspond à une montagne qui existe. La réalité, ce sont les montagnes de la lune. Les montagnes de la lune, ce sont des sommets qui se trouvent vraiment au cœur de l'Afrique équatoriale, à la frontière du Rwanda
de l'ex-Zaïre, qui est la République démocratique du Congo aujourd'hui, et de l'Ouganda. Et là, il y a des sommets qui font plus de 5000 mètres, dans lesquels il y a des glaciers, des véritables choux-fleurs de glace au-dessus de la forêt équatoriale, et on considère que ce sont les vraies sources du Nil. Elles avaient été vues par la première fois par Stanley un peu avant la fin du 19e siècle, et le point culminant s'appelle d'ailleurs le pic Stanley. La première avait été faite par le duc des Abruzzes avec ses guides valdotins à la fin du 19e. Des montagnes qui sont très difficiles à approcher parce que généralement on ne les voit pas, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a toujours des brumes qui montent de la forêt équatoriale. Ça s'appelle le Ruvenzori. Ruvenzori, ça veut dire le faiseur de pluie, donc il pleut tous les jours. Et on voit souvent ces montagnes uniquement sous la lune, c'est-à-dire la nuit, une fois que les brumes sont retombées. Et Denis, qui est parmi nous, qui était dans l'un des tournages qu'on a fait là-bas dans les années 80, ne contredira pas. Donc c'est un endroit que tu connais. Alors donc dans l'histoire, pour résumer, enfin grosso modo, donc il y a quand même une expédition au Rwenzori, c'est Perrine qui part sur les traces de son père. Hein? Oui, alors bon, l'histoire c'est le voyage d'initiatique d'un jeune couple, hein, comme il y en a beaucoup qui en font dans les couples d'alpinistes. Hein, cette jeune femme Pierrine, dont le père est guide, elle est amoureuse d'un jeune guide avec qui elle part dans le Ruvenzori pour essayer de faire une voie nouvelle, voilà, avec son compagnon. Et évidemment, ils sont en but à bien des difficultés, hein, qui sont en fait, on va dire en gros, la fin de la colonisation, des phénomènes de corruption, mais en même temps ils ont la chance de pouvoir être guidés par des pygmées dans la forêt équatoriale à différents moments, et puis ils assistent au cours de leur ascension à l'éruption du Nyiragongo, qui est le fameux volcan des Virunga qui se trouve au pied de la ville de Goma, et qui est le plus grand lac de lave qui existe au monde. Et qui un jour, comme je le raconte, s'est vidangé par le bas. C'est-à-dire que le poids de la lave sur à peu près 800 mètres, le cratère fait à peu près 800 mètres de profondeur, les 800 mètres de lave sur plusieurs kilomètres de surface ont fait craquer le bas du volcan, et ça s'est vidangé comme un lavabo. Wow. La lave a été en partie, a détruit plusieurs villages et est rentrée dans le lac Kivu. Et alors en parallèle, donc il y a cette histoire, et en parallèle il y en a une autre. Alors en parallèle il y en a une autre, c'est une histoire qui se passe ici, ouais. C'est celle de son père, qui est un guide connu, célèbre, mais qui décide de partir en solitaire. Bon, c'est quelqu'un qui est déjà un peu presque à la fin de sa carrière, et il décide de partir en solitaire à la face nord des Grandes Jorasses. Donc en remontant les Grandes Jorasses, en arrivant à la rimée des Grandes Jorasses, on peut le dire, il va tomber dans une crevasse. Et en parallèle, on a effectivement un chapitre sur deux, ce que lui est en train de vivre, avec évidemment tous les souvenirs qui lui reviennent de ce qu'il a vécu avec Pierrine, les souvenirs de sa fille, et Pierrine sent un certain nombre de choses qui sont en train de se passer, et surtout qu'elle est en train de vivre aussi ce que son père avait déjà vécu dans le Rwenzori. Donc elle revit à la fois des événements qui sont ce qui était la sensibilité du père face à l'Afrique, qu'elle fait sienne, et en même temps, lui est en train de revenir dans le souvenir de l'enfance qu'elle a eue avec lui.
Voilà, Je vais lire un petit passage, déjà, par exemple, juste pour qu'on voit un peu ta musique et ta poésie, du père qui part justement à l'assaut des Grandes Jorasses, mais qui pour le moment est encore sur le glacier. Sans changer son allure, il escalade un énorme bloc de granit, une table posée sur un étroit pignon de glace. De cette stèle, on peut observer la confluence des 18 glaciers qui se jettent dans la mer gelée. Là où se mêlent les langues glaciaires, un courant d'air froid circule, de l'aiguille du diable à celle du moine. Il perce la pureté de l'altitude. Rituellement, on fait halte pour remettre un vêtement chaud et dire que c'est grandiose en promenant un regard circulaire sur les pics aux noms baroques et sauvages. Dents du géant, mont maudit, crocodile, caïman, fou, dents du requin, bec d'oiseau, flamme de pierre. Pierre enfile un pull vert et ses yeux s'arrêtent sur l'envers des aiguilles. La protogyne des faces est sèche et lumineuse, absorbe les roses de l'aube. C'est doux à l'œil, agréable et reposant, comme une belle idée. Pourtant, à cause du vent vif, Pierre a des larmes qui embuent le paysage et font danser les montagnes. En clignant des yeux, il crée des visions inattendues, des aquarelles éphémères. Ses rêves et ses pensées s'harmonisent avec les teintes de l'automne, colorant sa solitude vagabonde. L'âge de la glace continue à le préoccuper. Il s'assoit sur les bords d'une dalle de roc pour compter les anneaux blancs des hivers et ceux noirs des étés. Le premier qu'il peut apercevoir forme une large dépression blanche qui sert de vasque à la cascade des séracs qui descend de l'aiguille du Midi. Il réussit à en dénombrer une quarantaine. 40 anneaux, 20 ans de glace. Satisfait, il s'allonge sur la dalle et laisse les chiffres se bousculer dans sa tête. Tout en bas, j'ai marché sur la glace du Second Empire. Un peu plus haut, j'ai foulé l'anneau de mon année de naissance. 45 ans de glace. Et maintenant, cet anneau sous mes chaussures a les 20 ans de ma Pierrine. C'est beau. Oui. J'espère, merci. Mais oui, non, c'est vrai. Et de l'autre côté, Pierrine, puisque oui. Pierrine, elle part. Elle part et elle arrive, parce que c'est vraiment ça, c'est début d'action pour chacun. Et Pierrine, je vais faire juste l'arrivée de Pierrine, parce qu'en fait on lance le film là un peu. Dès sa descente d'avion, Pierrine se sentait à cœur à aimer toute l'Afrique. Son altruisme semblait à l'épreuve de toutes les mendicités, son courage à l'aune des misères. Une ferveur l'habitait, une force d'amour grande comme le continent. Elle se voulait l'héritière, la légataire de la foi de Pierre, cette ferveur de son père pour les peuples africains. Il lui avait dit « Méfie-toi du premier contact, l'Afrique est enjôleuse. On la croit insouciante, mais elle cache sa gravité sous son rire. » À l'ombre d'un flamboyant, des oranges dressées en tas avaient pris le rouge sanguin de quelques pétales échoués, amusant trompe-l'œil vanté avec bagout par un malicieux vendeur. « Regarde, madame, c'est le fruit du diable !» Pierrine se laisse séduire par l'air complice du gamin et par sa manière si outrée de s'exprimer. Faute d'avoir gagné la fille avec sa bonne gueule, le jeune Hutu enlève la vente d'une dizaine de fruits du diable qui lui emballe en un tournement dans une feuille jaunie de la Gazette de Kigali. L'éclat de dents blanches coûte à Pierrine 100 francs rwandais. L'ignorante n'a pas encore marchandé. Bien qu'heureuse de cette emplette, elle a l'intuition d'avoir fait une médiocre affaire. Pierre lui avait pourtant ressassé que marchander est une forme de respect. Le cornet de papier sous le bras, Pierrine en extrait un fruit qui attire immédiatement les jérémiades d'un espiègle quémandeur. L'enfant émet des miaulis en montrant sa bouche avec les doigts. Cette fois, Pierrine se méfie. Elle défie le garçon. « Dites donc, tu n'as pas l'air d'être un sacré gourmand !» Et même elle s'enhardit à lui serrer le bras. « Voilà des muscles qui n'ont pas besoin d'orange pour être costauds !» Pierrine est ravie d'avoir vu juste. Maintenant, le garçon rit avec elle et il ne cherche plus à jouer au mendiant affamé. Il plonge ses yeux ronds dans ceux de la Française. « S'il te plaît, donne une orange, s'il te plaît, pour mon papadou. » Son doigt désigne parmi les marchands un homme recroquevillé sous des haillons. Pierrine, mi-soupçonneuse, mi-crédule, se dirige vers ce pauvre loqueteux. Soudain, le visage du garçon perd toute sa jeunesse. Et lorsqu'il appelle papadou, ses syllabes sont sans éclat. « Hé, papadou !» Instinctivement, elle tend un fruit vers l'homme comme s'il ne pouvait que le mériter. Dessous ses loques, il dégage une paume sans doigt et relève la tête. Le bord de son chapeau souillé découvre de tristes yeux enfoncés dans la chair au-dessus d'un trou béant à la place du nez. Un gouffre lui tient lieu de lèvres et de bouche.
Quand il tente de remercier, des mouches bondissent et l'obligent à baisser les paupières. Les insectes s'enfoncent au creux de son visage, puis en surgissent avec hargne, virevoltant autour de cette tête de lépreux, devenue leur garde-manger. Sans détourner le regard, Pierrine dépose le paquet de fruits sur la couverture. L'enfant en subtilise un avant que l'homme ait pu ouvrir les yeux. Elle s'enfuit alors vers l'hôtel des 1000 collines et en franchit le seuil, si pâle, si blanche pour une blanche, que le jovial réceptionniste Tutsi lui demande si elle a mal digéré les frites de la Sabena. Tu plantes le décor des deux côtés. Oui, oui, tout à fait, oui. Hein? Oui, c'est-à-dire que il y a le fait effectivement que l'Afrique, c'est un endroit dans lequel quelque part, on n'a pas notre place. Ou trouver notre place, c'est extrêmement difficile. Et on risque souvent de se tromper dans le type de comportement qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut être très expérimenté pour réussir effectivement à capter ce qu'on doit faire, quel comportement on doit avoir, quel mot on doit dire, etc. Et ça me paraissait important qu'elle tombe dans un piège, dès le début, parce que ça plante effectivement le décor. Bon, il y a des pièges humains comme il y a des pièges en montagne qui sont les pièges de la nature. Ouais. Mais dans tous les cas, ça demande, je dirais, beaucoup de vigilance, beaucoup de lucidité et surtout d'avoir tous les capteurs ouverts, à la fois être en osmose avec la nature si c'est là qu'on s'exprime, pour pouvoir en éviter tous les dangers. S'il y a un capteur qui fonctionne mal, s'il y a des perturbations, on risque fort de commettre une erreur fatale. Et c'est la même chose dans les relations humaines. Ça peut très vite déraper, au propre et au figuré. Tu veux que je continue de lire ou tu veux raconter des trucs comme tu veux, hein? Tu me prends des passages qui me remuent un peu la tripe, là. Bah, c'est bien écrit, quoi. Moi, je voulais des trucs plus légers. Mais oui, mais c'est vrai mais il n'est pas léger non plus, le bouquin. Enfin, pas forcément, mais tu expliqueras après ce que tu as voulu dire. Mais, c'est bien, tes choix sont excellents. Non. Là, on va repartir avec Pierre. Parce qu'en fait, tu dis des choses que tu as envie de dire à travers tous ces personnages, quoi. Maîtriser une difficulté, déjouer un piège en échappant de justesse au danger, rien ne peut rendre Pierre plus enthousiaste, bien sûr, plus sûr de lui, agressif, drôle, cynique parfois. Qu'une avalanche crible de blocs la neige autour de lui, le coup passé, il se sent invulnérable. Que le vent manque de l'arracher à une arête et le voici prêt à affronter l'orage, la foudre, la tempête. Pourtant, il n'est ni inconscient, ni une force de la nature, il se sait mortel, sursitaire, heureux. Celui qui n'a pas conscience de sa finitude n'a pas conscience de son existence. Celui qui refuse d'envisager sa mort ne peut bien vivre sa vie. Son esprit galope à grandes enjambées vers la seconde rimée. La pente se redresse très fort, mais il ne ressent pas la difficulté, exalté par ses bons mots et ses certitudes. La mort est la seule chose dont on soit sûr et qui vaille la peine d'être vécue. Entre chaque inspiration, il souffle une sentence destinée à ses interlocuteurs imaginaires, les assis, à la terrasse des bistrots à la mode, gueule d'en bas, à la solde du quotidien. Je préfère être un risque-tout pour rien qu'un gagne petit en tout. C'est ta définition de l'alpinisme? Oui, c'est-à-dire que bon, il y a le fait que quand on marche en montagne, et quand on marche seul, et alors encore plus si on est dans un projet de grande ascension solitaire, on se parle beaucoup à soi-même. On s'amuse soi-même en quelque sorte. Et ça me paraissait intéressant de traduire comme ça un langage intérieur qui est celui de Pierre, qui va vers les grandes Jorasses et qui au fond se donne des justifications d'une certaine manière et qui fait à la fois les questions et les réponses pour exprimer une philosophie qu'il aimerait bien peut-être que quelqu'un lui demande
Et finalement, il roule en autosatisfaction d'une certaine manière. Voilà. Mais c'est là, enfin, c'est là que tout bascule. La lèvre supérieure de la seconde rimée surplombe une crevasse béante à s'en décrocher la mâchoire. Il pose son sac sur un replat et sort ses crampons. Entortillé dans les lanières apparaît une minuscule souris blanche, vêtue d'une robe à smock, bordée de dentelle. Il prend la mascotte de tissu cousue par Pierrine, l'assoit en équilibre sur la tête de son piolet, puis lui tient un discours en montrant la paroi. « Regarde, Suzy, on va grimper dans la cheminée de glace, franchir le surplomb, ensuite une pente de neige facile, puis le diète de 90 mètres. De là-haut, accroche-toi. On fait un grand pendule en se tenant à une vieille corde. Youpi! Et on se balance au-dessus du vide, on attrape un couteau en vol, et c'est le point de non-retour. Ça va être une chouette aventure. » Comme il parle avec de grands gestes, il heurte le piolet et fait tomber Suzy de son perchoir. Elle roule dans la pente. Instinctivement, il se penche pour la retenir. Le mauvais réflexe de celui qui rattrape un couteau par la lame. Ses pieds ripent et Pierre glisse vite, très très vite, sans un mot, sans un cri. Il s'agrippe autant qu'il peut, enfonçant ses doigts, ses ongles dans la neige, grattant avec son corps. Il sent s'amenuiser sa peau, sa chair laisse des traînées rouges. Il perd ses doigts, il perd son corps, tout va si vite. Il ne souffre pas. En dessous, il y a la première rimée, étroite et profonde, avec son fond tout noir. D'abord, plus rien sous ses jambes, puis un choc dur, froid à la tête. Et ça, c'est... Il tombe. Il tombe. Parce qu'il parle justement à cette souris. Oui, alors c'est un peu comme ça, évidemment, le manque de vigilance, mais surtout l'erreur, quoi. Quand je dis comme rattraper un couteau par la lame, c'est vrai qu'il y a comme ça des gestes réflexes qu'on peut avoir et qui sont le mauvais réflexe, quoi. C'était ce qu'il ne fallait pas faire. Mais symboliquement, c'est quand même la petite souris qu'a cousu Pierrine, qui est sa mascotte. Enfin, il y a plein de trucs quand même. Oui, alors tout à fait, oui. C'est-à-dire que emporter comme ça une petite peluche, c'est un peu c'est un caractère de superstition un peu. Mais en même temps, faire le malin, parce que d'une certaine façon, en parlant à la souris, il fait le malin un peu, hein. Il lui dit, tu vois, ça va, voilà, on va faire ça ensemble, on va faire le diète de 90 mètres, on va passer la cheminée de glace, etc. Donc il fanfaronne un peu. Et fanfaronner en montagne, ça emmène souvent à la perdition du fanfaron, quoi. Et là, donc, il tombe dans une crevasse. C'est le début du livre, il va jusqu'à la fin. Hein. Ah oui. Et puis on a ses monologues, on a ses... Il va tout faire pour essayer de s'en sortir, bien sûr. Hein. Il va avoir tous les gestes de la survie et beaucoup d'imagination pour essayer de s'en sortir. Mais en même temps, avec cette imagination, il y a beaucoup de choses, des souvenirs de l'existence qui reviennent. Et voilà, on n'en dira pas plus. Non, on n'en dira pas plus. Enfin, c'est... Voilà. Et en fait, il y a un lien entre l'Afrique et Pierrine, bon, évidemment, mise en dehors de leurs aventures vécues, mais il y a cette collection de phasmes. Et au début, d'ailleurs, ton livre, tu voulais l'appeler Le phasme de l'amour. L'amour-phasme, L'amour-phasme, voilà. L'amour-phasme. On trouvait que c'était un peu compliqué déjà. Alors, le titre. Oui, le titre, c'était... Heureusement que Charlie est là, hein, parfois, quand même. Hein. Donc, le titre initial, c'était L'amour-phasme. Alors, c'est pour ça qu'il y a un phasme à dessiner là aussi. Hein. Voilà. Ouais, ils ont gardé le phasme sur la couverture. Ouais, parce que t'en parles beaucoup. Et en fait, Charlie m'a dit une chose assez juste. Il m'a dit, tu sais, les phasmes, il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent pas vraiment les phasmes. Cet insecte mimétique, etc., c'est pas du tout familier. Et le mot n'est pas familier non plus. Donc, je pense qu'assez rapidement, si tu veux, on va lire L'amour fantasme. Et c'est peut-être pas ton idée principale. Mais je vais lire un petit passage sur les phasmes. Alors, finalement, en discutant un peu, on a trouvé ce titre assez poétique, La montagne de la lune. Bah oui. Donc, à un moment donné, donc Perrine, qui est en Afrique, rencontre Kurt, qui est un scientifique.
Oui. Qui lui parle de son père, qui a bien connu son père, et qui lui raconte. Votre père a une collection de phasmes dans son chalet de Chamonix. Je lui ai fait découvrir ces petites bêtes jadis. Elle restait parfois 1 heure sous ma serre à les regarder vivre si l'on peut dire. Les phasmes ne bougent guère, plus que les végétaux sur lesquels ils se fixent. Nous nous amusions à un jeu qui consistait à détecter et séparer sans erreur l'animal de la plante. Ce n'est pas toujours facile. Ils miment, ils se déguisent. Certains de ces insectes ont des ailes qui imitent les feuilles mortes au point d'être légèrement cornées sur le bord. D'autres enflent leur corps en différents points pour ressembler aux nœuds des rameaux. Aucun être vivant, même le caméléon, ne pousse aussi loin la communion avec le milieu naturel. Votre père était passionné par la capacité à se fondre dans leur environnement. Je crois qu'il y voyait le symbole d'une ultime discrétion des êtres, l'expression d'un vécu naturel parfait, l'harmonie idéale entre la patience et l'action. Se protéger sans fuir et sans agresser. Avec Pierre, nous nous envolions souvent dans des discussions éthiques à propos du mimétisme des phasmes, y compris dans nos correspondances. Sur le bureau de mon père, j'ai vu souvent des enveloppes avec de jolis timbres de la faune africaine. Effectivement, nos échanges épistolaires se sont poursuivis autour de la question des identités qui sont la source de tant de mal-être et d'incompréhension entre nos contemporains. Notre observation des phasmes nous a aidés à comprendre que la manière la plus juste d'affirmer notre identité était de rechercher nos points communs, de trouver l'identique, le commun, le même chez les autres. Accepter pour soi-même le fameux « je est un autre », à l'inverse de ce que dit notre passeport, ce n'est ni notre sexe, ni la couleur de nos yeux, ni notre taille, ni notre race, ni notre religion, ni même notre nom qui sont essentiels à notre identité, c'est au contraire notre capacité à nous sentir semblables, notre volonté d'appartenir à la communauté des vivants, au genre humain, indépendamment de nos différences qui sont mineures relativement au poids de notre humanité. Tu veux en dire des choses là-dedans, hein? Oui. Tu t'en souviens plus? Oui, alors, non, mais tout à fait, c'est-à-dire que si c'est une idée à laquelle je tenais beaucoup, et je tenais beaucoup à ce que cette discussion autour des phasmes, elle vienne aussi à l'intérieur du couple Pierrine-Simon. Donc ça vient beaucoup plus tard dans le livre. Pour aller un peu à contresens, je dirais, de ce qu'on met en avant comme priorité, qui est le respect de la différence, par exemple. Qui serait la chose la plus importante, il faudrait d'abord être dans le respect de la différence, il faudrait d'abord être dans le respect de l'originalité de chacun. Ce qui compterait, c'est d'abord la personnalité de l'individu, c'est-à-dire tout ce qui est autour du développement personnel. Ouais. Et moi, je m'inscris complètement en faux avec les phasmes, parce que je pense que d'abord, il ne faut pas chercher le plus petit dénominateur commun d'une communauté, parce que ça fait des communautarismes, mais au contraire, le plus grand dénominateur commun est ce qui fait la communauté humaine, c'est-à-dire véritablement l'humanité. Et j'étais très frappé à travers les voyages qu'on a fait, notamment avec Christine Janin, avec qui on avait fait les Seven Summits pendant toute une année, le tour du monde en faisant un plus haut sommet de chaque continent, où à chaque fois on rencontrait des populations extrêmement différentes, que ce soit les rangers du McKinley, et 3 mois après on se retrouvait avec des papous en Indonésie, enfin en Irian Jaya. Donc des différences culturelles, civilisationnelles absolument immenses. Et ce qui m'avait vraiment frappé, notamment du fait que Christine, c'est quelqu'un qui du point de vue de l'humanité, capte tout de suite ce qu'on a de commun, immédiatement ce qu'on a de commun. Et je trouvais que dans sa façon, par exemple, d'apprendre 50 mots d'une langue qui lui servirait plus jamais, ou 100 mots d'une langue qui lui servirait plus jamais, elle introduisait tout de suite une forme de communication avec beaucoup de force d'humanité. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui est important, c'est effectivement d'être capable
de voir d'abord ce qui est pareil chez l'autre, la ressemblance. Au fond, j'avais conclu un peu le film comme ça de Christine, au fond on est tous les mêmes. Et c'est vrai que ça se passe bien dans les relations humaines à partir du moment où on a trouvé ce qui était vraiment identique chez l'autre, quoi. On a trouvé nos points communs. Et à partir de là, on peut accéder à l'altérité. Mais accéder à l'altérité d'une manière qui est beaucoup plus riche que si on recherche d'abord l'altérité avant de rechercher la ressemblance. Et c'est pour ça que je prends l'allégorie des phasmes, c'est simplement une allégorie, hein. Mais que ce soit dans notre relation à la nature ou dans notre relation aux autres, le fait d'essayer d'avoir un certain mimétisme avec le monde qui nous entoure, ça nous permet déjà d'être bien avec lui, d'être en osmose avec lui. Et à partir de là, on peut reconnaître les différences et bien sûr les respecter. Et je pense que c'est pas le développement personnel qui doit être premier, mais c'est la capacité de faire communauté avec la communauté humaine en général et pas une petite communauté, quoi. Mais, pour moi, c'est la définition de l'humanisme, en fait, hein, tout simplement. Hein. Enfin, tu l'expliques bien aussi quand on va tous au même endroit, quand même. Hein. On ne prend pas forcément le même chemin, mais on y va tous, quoi. Hein. Oui, bah oui. Donc, c'est ce qui fait aussi notre Oui, alors notre cette humanité, idée d'avoir la conscience de sa finitude, c'est vrai que ça rend humble et modeste, quoi, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une originalité qui finit au cimetière ? Bon, voilà, donc il faut avoir un peu conscience que on n'est pas dans l'éternité, mais humblement, nous sommes de passage. Mais en tout cas, le thème des phasmes, c'est vrai que ça t'a... Moi, je trouvais ça assez intéressant d'en parler. Alors, j'ai fait un élevage de phasmes pendant un bon moment, j'en ai encore quelques-uns à la maison en ce moment, parce que je me suis aperçu que les instituteurs se mettaient à s'intéresser aux phasmes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des enfants de mon village qui ont des élevages de phasmes qui leur ont été proposés à l'école, et ils m'ont apporté des phasmes. J'ai dit, mais oui, moi j'en veux. Après, là, par rapport, par exemple, il y a un autre passage aussi où tu reparles des phasmes, mais par rapport à Pierre, il dit « Seuls des êtres libres de la trempe de votre père, donc Pierre, peuvent devenir phasmes. Vous deux aussi peut-être. » Pierre développait admirablement cette idée dans un article écrit pour une revue de montagne. Il disait que le guide était un phasme de rochers et de glace, qu'il devait se plier aux règles des fissures, des prises, du gel pour faire corps avec la montagne. Votre père s'opposait violemment au vocabulaire de lutte, de conquête, de victoire, de première, dans lequel il voyait un langage du corps à corps et de la guerre. Il poussait loin le raisonnement. Le vrai guide était celui qui restait toujours en harmonie avec la nature. Selon son éthique, la recherche de la vitesse et des horaires records enchaînait les alpinistes à leur chronomètre, en se classant, se cataloguant, se répertoriant comme de vulgaires produits sportifs. Ils perdaient leur libre arbitre. Sa conclusion splendide valait d'être apprise. La paroi use mes mains couleur de roche, la neige couvre mes vêtements couleur de givre, la brume m'efface, l'ombre me confond. La montagne grandit ma liberté. Oui. Oui, alors ça me permet de parler de cette revue-là dont je m'occupe, La Montagne et Alpinisme, bon, qui est la revue de la Fédération des clubs alpins, hein. Je dirige depuis un certain nombre d'années cette revue avec toute une équipe de rédaction. Et justement, on a pris une décision. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de nos lecteurs qui vont directement dans les pages de la fin. Les pages de la fin, c'est ce qu'on appelle la chronique des montagnes du monde. Donc, dans cette chronique, on recense les premières qui ont été faites, qui les a faites, dans quelles conditions, à quel endroit, etc. Parfois une petite description de l'itinéraire, etc. Bon, donc c'est un travail en fait d'historien de la montagne, de savoir qui est passé pour la première fois à tel ou tel endroit. Or, on s'est aperçu, c'est pour ça que je rebranche directement là-dessus, on s'est aperçu que ces dernières années, mais c'est quand même relativement récent, je dirais ça fait 3-4 ans, qu'on reçoit de plus en plus des horaires qui nous sont donnés. Alors,
à la seconde près. Donc, Pour des alpinistes, oui, c'est un peu... donc face nord des Grandes Jorasses, je ne sais plus en combien, 3 heures, 20 minutes, 10 secondes. Voilà. Et vraiment, on en reçoit, mais beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tendance. Alors, en plus, c'est souvent fait, ces horaires exceptionnels, par des alpinistes en solo, ou voire par des cordées qui ne s'assurent pas du tout, quoi. Et on s'est dit c'est dangereux, parce qu'on est quand même la fédération des clubs alpins. Notre souci, c'est quand même la pédagogie de l'alpinisme avec des bonnes conditions de sécurité. On se dit là, on envoie, si on commence systématiquement à répertorier les horaires dans les parois, on envoie les gens au casse-pipe, quoi. Ça devient, et comme je le dis là, je pense que là, on arrive à une catégorie de sportifs qui est en train de perdre sa liberté d'être dans la montagne parce qu'ils sont connectés au chrono, quoi. Voilà, ils sont vraiment dans la collection de l'horaire à réaliser. Et bon, voilà, là c'est pas le sujet de la montagne de la Lune, mais il se trouve que j'ai évoqué cette question-là qui est véritablement la perte de la liberté à travers la notion de catégoriser l'exploit en quelque sorte et de le hiérarchiser d'une manière systématique dans un esprit conquête. Et bon, d'ailleurs, là, on préfère être dans l'idée d'une relation à la nature qui est beaucoup plus apaisée, d'une façon générale, et pour la pédagogie de l'alpinisme, d'être plus dans l'éducation populaire que dans l'éducation à la compétition. Là d'ailleurs tu donnes la réponse avec Pierre qui dit, parce que bon, il s'en passe des choses dans sa tête. Et à un moment donné, il est dans sa crevasse. C'est l'avantage de tomber dans une crevasse, c'est qu'on a le temps de réfléchir. Bon. Pierre a toujours cru en la supériorité de sa pensée sur sa musculature. Et le voilà pris en défaut de raisonnement, de cohérence, d'une logique qui ouvre vers le futur. Il se sent tassé sur lui-même proprement au fond du trou. Au fond, je ne suis qu'un con. Un vrai con. Un con qui est rend de l'inutile, comme ils disent. Il sourit. C'est trop bête de mourir congelé en bonne santé au sommet de sa forme. Piégé comme un lapin variable qui se trompe de saison. Piégé comme un gamin qui finit avant d'avoir commencé. À quoi servira mon agonie ? Suis-je capable d'être flocon, cristal, étoile léger comme une plume portée par les ascendants ? Comme Icare jusqu'au soleil, j'irai accroché aux pattes des perdrix et hop, envolé, sauvé. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Irrémédiablement, ses hautes envolées glissent dans l'abîme et sa belle largeur de vue est ramenée à l'étroiture de sa crevasse. Il croque un carreau de chocolat. Mais en fait, c'est vraiment, enfin, toute l'histoire de Pierrine, de Simon en Afrique, et c'est vraiment l'occasion de dire tout ce que tu as envie de dire, quoi. Toutes tes pensées, ça évolue dans mes... Oui. Je sais pas si j'espère que j'ai pas tout dit, parce que sinon... Oui, non, mais enfin, par rapport à la montagne... Je m'arrête là définitivement. Par rapport à la montagne, par rapport à la vie, à beaucoup de choses. Enfin, j'ai mis beaucoup quand c'est même. très symbolique, Beaucoup. quoi, partout. Oui. Bah, c'est-à-dire que le travail en fait littéraire, un peu, au niveau vraiment purement de l'écriture, c'était de tisser une sorte de réseau symbolique et allégorique entre tous les personnages en fait, parce qu'il y a aussi ces colons blancs, il y a les pygmées au cours des rencontres, il y a ce personnage qui est que j'appelle Jacques Lurion, dans la réalité s'appelait Jacques Durieux, qui est un volcanologue et qui analyse avec beaucoup de précision ce qui se passe au niveau du Nyiragongo, de l'éruption, de l'évolution de la planète aussi, à ce point de vue-là. Et parce qu'on est dans les années 80, là, tout le temps. Oui, alors j'ai situé... Ça me semblait important de le situer d'abord avant
l'essentiel de l'histoire quand même, telle qu'elle a été vécue en partie, elle date effectivement des années 87, 85 à 90, et notamment avant le génocide rwandais de 94. Et il y a quand même à différents moments l'allusion et la prémonition de ce qui va se passer. Et ça, moi j'avais pris des notes déjà à cette époque-là. Ah ouais. Et on avait senti qu'il y avait quelque chose de très étrange au Rwanda, c'est-à-dire il y a une sorte de silence qui était une fausse paix, c'est-à-dire on avait l'impression que tout était paisible, qu'il n'y avait pas véritablement d'affrontement, mais en fait c'était vraiment l'eau qui dort. Comme le volcan. Et on sentait que peut-être il y aurait effectivement une possibilité de débordement à cause de la situation politique, à cause de la situation démographique aussi. Et aussi quand même l'affrontement entre la zone francophone et la zone anglophone, où le Rwanda est juste à la limite entre la zone francophone et anglophone. Donc je l'ai resitué effectivement un petit peu avant le génocide, en donnant les amorces de ce qui allait se passer. Et comment on pouvait sentir qu'il allait se passer quelque chose. Bon, à un moment donné, le personnage, la Kurt, nous dit que le débordement de la Terre, le débordement éruptif ne sera rien à côté de ce qui pourra arriver sur le plan social et ethnique au Rwanda. Et politique, hein, c'était quand même une histoire très politique. Hein. Bon, en tout cas, il y a plein d'aventures. Oui. Il n'y a pas que de la philo ni des réflexions. C'est un très très beau livre que je vous recommande à tous. Et si vous avez des questions, parce qu'il y en a qui l'ont lu peut-être déjà et qui se posent des questions, mais n'hésitez pas, profitez-en. Là, allez-y, hein. Prenez la parole. Après, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non. Dans tout ce que vous avez, apparemment vous avez beaucoup voyagé, oui. Et je me suis demandé pourquoi l'Afrique, est-ce qu'il y a eu un autre continent ou une autre expérience sur lequel vous auriez voulu mettre le projecteur dans votre livre? Moi j'ai eu presque un choc, je dirais, affectif et psychologique les premières fois où je suis allé dans cette région. Bon, parce que c'est la région tout de même des gorilles. C'est aussi le berceau de l'humanité. Il y a cette forêt équatoriale dans laquelle je me suis senti mieux que n'importe où ailleurs. Et d'un seul coup, ces montagnes qui apparaissent au-dessus de la forêt équatoriale avec des végétations. Bon, il y a beaucoup de descriptions des végétations, des différents étagements de végétation. Ce sont des lieux incroyables. Enfin, il y a un côté totalement surréaliste, quoi. Quand on arrive dans les zones où il y a dans le bas, sont les agénias, qui sont des arbres absolument immenses. Donc on est sous un couvert végétal, on a l'impression d'être dans une sorte de bulle avec des bananiers géants, avec des effets de lumière très, très, très étranges à travers les feuillages. Donc qui servent presque d'écran de projection au soleil, quoi. Donc là on est dans une sorte de matrice, je dirais, de matrice humide, mais dans laquelle on est bien. Moi j'ai ressenti ça vraiment, d'être dans une sorte de cocon maternel presque. Et puis après, alors il y a les bruyères par exemple. Mais ce sont des bruyères géantes avec des racines qui prennent assises sur des rochers en dessous. Et ces racines qui peuvent faire plusieurs mètres, elles sont couvertes de mousse. Donc parfois on peut marcher avec de la mousse jusque sous les bras. C'est incroyable, on est une espèce
dans ce feutre-là. Et au-dessus encore, on a toute la zone des lobélias et des sensons. Donc les lobélias, ils sont dressés vers le ciel, là comme ça, comme des cierges magnifiques avec des centaines de toutes petites fleurs dessus, argentées, c'est extraordinaire. Les sensons, ce sont des espèces de choux-fleurs, des grosses têtes de choux-fleurs qui sont sur des troncs élastiques. Parce que c'est comme pour les anneaux de la mer de glace. Chaque anneau de feuilles de sensons représente une année. Et ils sont élastiques. Alors on peut par exemple, on pousse un tronc, il fait comme ça. Et il y en a des colonies et des colonies. Parfois, faut en pousser deux pour passer entre. Et au-dessus, il y a les immortels, des champs d'immortels. Et après, le rocher lui-même, quand il est dénudé à partir de 4500 mètres à peu près, sont des amphiboles et des gabbros. C'est-à-dire que quand on fait tomber une pierre, on a l'impression de faire tomber un bloc de fonte. Tellement c'est dur, lourd, ce sont des rochers qui sont très très riches en minéraux. Et après, sur tout ça, ces immenses choux-fleurs de glace avec des corniches de chaque côté, parce qu'avec les vents tournants, ça donne absolument pas des arêtes comme chez nous. Au contraire, ça donne des corniches de chaque côté, avec des stalactites, des rangées de stalactites sur des centaines de mètres. Donc là, on est dans... Bon, c'est un monde qui m'a complètement... Alors c'est pour ça que j'ai eu envie de situer une histoire forte dans un lieu aussi magique, quoi, en définitive. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi écrire sur l'Antarctique, sur l'Alaska, sur la Papouasie, hein, qui est un pays formidable. Bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas que j'ai tout dit. Parce oui, que... non, on va pas le dire. Mais actuellement, tu sais comment c'est, quelles sont les conditions, si on peut encore y aller Alors, c'est impossible d'y aller par le versant que je décris. Donc, profitez-en, hein, vous allez pouvoir y aller. Non, parce que le versant que je décris, c'est le versant de l'ancien Zaïre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Kivu. Et en ce moment, le Kivu, encore la semaine dernière, là, il y a les Interamwe qui étaient les génocidaires du Rwanda, qui se sont en partie réfugiés dans cette région. Et c'est une région qui est d'une insécurité terrible. La population souffre énormément actuellement. Et on peut pas. Alors on peut y aller par l'Ouganda. On peut encore y aller par l'Ouganda où la végétation est un peu plus ouverte, c'est un peu différent. Mais par l'Ouganda, il semblerait qu'il n'y ait pas de problème. Et il y a la fonte, évidemment. Hein. Ouais. Il y a une partie de la fonte qui est relativement importante. Ouais. Donc le Nil, le jour où il n'y aura plus de glace sur le Ruwenzori, je ne sais pas... oui, parce qu'il alimente le Nil. Oui, ça alimente tous les petits Nils là, qui... Les sources du Nil. Oui. C'est à quelle distance du Kilimandjaro? Pardon? C'est à quelle distance du Kilimandjaro? Oh, ça doit être à... Je dirais comme ça, à 500 km au nord à peu près. Oui, c'est proche. Oui, peut-être un peu plus de 500 km, mais pas beaucoup plus, je pense. Enfin, c'est pas des massifs trop collés quand même. Non, c'est vraiment totalement dissocié. Ouais. C'est un massif vraiment complètement... En fait, il y a pratiquement il y a trois massifs. Il y a d'abord le Kilimandjaro avec le mont Meru, le Mavenzi, etc. Ça forme un massif. À peu près une centaine de kilomètres au nord, il y a le Langai et le massif du Ngorongoro, où il y a le fameux cratère du Ngorongoro. Et encore après, alors il y a tout le lac Kivu qui doit faire 200-300 km. Et là, on arrive dans les Virunga. Les Virunga, c'est là où il y a le volcan Nyiragongo. Et c'est en fait une sorte de contrefort du Ruwenzori lui-même qui est encore un petit peu plus loin. On est vraiment à l'équateur, quoi. On remonte vers le nord. Toujours. Pardon? On remonte toujours vers le nord. Oui, on remonte toujours vers le nord. Hein. Tout ça, c'est en remontant vers le nord. Donc c'est bien longue ascente vers la Méditerranée qui coule de là.
Pardon? C'est l'eau versant Oui. vers la Méditerranée qui Oui. coule de là. Oui, oui, tout à fait. Oui, puis ça alimente les grands lacs aussi. Hein. Oui, oui. Eh ben, nous, il fait aussi chaud qu'en Afrique, hein, ici, donc on va peut-être libérer tout le monde parce que non, mais il fait bon. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention.